Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Foot Normand, bienvenue pour un nouvel épisode du débrief, un petit peu spécial, on passe le cap de la vingtaine et on s'est délocalisé. Aujourd'hui on a profité du rendez-vous de National 3 ici au stade du Chêne-Alleux au Grand Quevilly FC, entre le Grand Quevilly FC et le leader du FC Borgo. Bien pour tourner quelques images, vous allez le voir, les invités vont pouvoir se succéder, on aura un invité spécial d'ailleurs dans quelques instants et on va commencer comme d'habitude le programme de cette émission avec la partie National 2. La partie National 2 qui nous intéresse, à nouveau, 3 rendez-vous, nos 3 pensionnaires de la 4e division qui sont l'US Avranches, l'US Granville et l'AS Villers abattaient de nouvelles cartes. On va commencer tout de suite par l'US Avranches qui, après sa belle victoire contre les Girondins de Bordeaux, pouvait confirmer du côté de Saumur une formation qui lutte pour son maintien. Thomas Bèze s'est penché sur cette rencontre. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous ne pouvons malheureusement pas vous proposer les images de ce Saumur Avranches, mais les Avranchinés sont repartis tous au rire de Saumur avec notamment un triplé de Noah Mupemba, une victoire 3-0 des hommes de Michel Audrin. Ouais, l'US Avranches, vous le verrez dans quelques instants, qui continue à avancer dans ce championnat. Il y a peut-être un coup à jouer, d'autant que les Avranchinés recevront normalement le leader qui est l'US Saint-Malo. On continue dans ce groupe B, toujours avec l'US Granville. Match d'importance pour les Granvillais après une victoire acquise du côté des Herbiers. La réception de Châteaubriand ce week-end, un adversaire direct dans la course pour ne surtout pas descendre en National 3. C'est à nouveau Thomas Bèze qui s'est penché sur cette rencontre. L'US Granville doit confirmer sa victoire aux Herbiers la semaine dernière face cette fois à un concurrent au maintien, Châteaubriand. Et ce sont les visiteurs qui vont ouvrir le score par Ansousso à la 13e minute de jeu. Il vient reprendre ce ballon à bout portant. Paul Rollet qui n'y peut strictement rien. Au retour des vestiaires, ce sont les visiteurs qui vont doubler la mise. Et de quelle manière? Par Arnaud Gage, une reprise de volée magnifique, pleine lucarne, qui ne laisse aucune chance au gardien Granvillais. C'est une défaite qui enfonce un peu plus l'US Granville. Elle fait mal évidemment cette défaite pour l'US Granville, vous verrez les conséquences dans quelques instants, mais évidemment c'est un coup dur pour les hommes de Mathias Jouan. L'AS Villers de son côté a battu une carte très importante, il y a du retard pour l'AS Villers donc il faut commencer à engranger de gros points. Déplacement ce week-end du côté de Fény-Aulnois, pas le plus évident et vous allez le voir, un match plutôt compliqué pour les Villersois. L'AS Villers se déplace dans les Hauts-de-France et plus précisément à Fény-Aulnois pour cette 23e journée. Un déplacement compliqué pour les hommes de William Prunier et dès la 19e minute de jeu, c'est l'ouverture du score des locaux avec ce centre qui est repoussé une première fois, mais c'est Babousseï qui reprend ce ballon en première intention et nous gratifie d'un petit salto pour célébrer son but. Ouverture du score après 19 minutes de jeu donc. Quelques minutes plus tard sur cette touche, ce sont les locaux les plus agressifs sur le ballon. Ce centre dévié, la frappe qui est repoussée une première fois par la barre, mais c'est Malik Sambou qui vient doubler la mise à la 32e minute de jeu en reprenant ce ballon de la tête. On notera quelques minutes plus tard la sortie sur civière de Robin Lapère, semble-t-il blessé au genou, à qui on souhaite un bon rétablissement. En seconde période, les choses ne vont pas s'arranger pour les joueurs de la Côte-Florie. À la 54e minute de jeu, il y a ce ballon pour Souleymane Diarra qui porte le score à 3-0 et qui vient tromper Gaëtan Boirou en face à face. Villers qui se dirige tout droit vers une nouvelle défaite qui sera encore plus lourde avec ce but de Franck Vast à la 90e minute de jeu dans les dernières secondes de cette partie. Une nouvelle défaite donc pour les joueurs de la Côte-Florie qui les enfoncent un peu plus dans la zone rouge. Sans transition, on va passer directement au bilan de ce week-end de N2. Quelles sont les conséquences de la victoire de l'US Avranches et de la défaite de l'US Granville dans le groupe B? Quelle est la conséquence aussi de la défaite de l'AS Villers dans le groupe C? Alors que nos clubs normands ont fait un 1/2 dans ce groupe B de National 2 avec la victoire 3-0 de l'US Avranches et la défaite 2-0 de l'US Granville, la mauvaise opération est peut-être pour l'US Saint-Malo qui a perdu à Dinan-Léon 2-1 et qui voit ses concurrents et notamment Saint-Brieuc revenir
Saint-Brieuc qui l'a emporté 2-1 au stade Poitevin. Au classement justement, on retrouve toujours l'US Saint-Malo avec 4 points d'avance sur le stade briochin, mais qui compte un match de moins. Tout se resserre en haut du classement avec Bourges qui fait une remontée et l'US Avranches 4e. Dans la seconde partie du classement, l'US Granville est dangereusement installé dans la zone rouge. 8 points de retard sur ses concurrents du week-end. Prochaine journée, l'US Avranches qui se déplacera à Châteaubriand et l'US Granville qui recevra Locminé. On passe désormais au groupe C avec donc la défaite 4-0 de l'AS Villers comme vous l'avez vu tout à l'heure. En haut du classement, Bobigny et Fleury qui l'emportent 1-0 à domicile ne se lâchent pas, la bataille fait rage pour la montée. Et justement ce classement on va le voir avec le FC Fleury 91 qui a toujours 3 points d'avance sur le FC 93 Bobigny en comptant un match de moins. Thionville reste en ballottage favorable dans ce trio de tête. En seconde partie du classement, l'AS Villers qui compte désormais 9 points sur le premier non relégable. Prochaine journée, l'AS Villers qui recevra justement le second de ce championnat, le FC 93 Bobigny. Une réception compliquée pour les joueurs de la Côte-Fleurie. Et on passe tout de suite à la grosse partie, la partie Nationale 3. Le National 3, une fois n'est pas coutume, on va le commencer par le match qui vient de se terminer ici au stade du Chêne à Leu. On est dans le groupe D, le Grand Quevilly FC, relégable, recevait le leader, le FC Borgo, en quête d'un exploit. 4 points de retard pour le Grand Quevilly FC avant cette 20e journée. La réception des Corses de Borgo, incontestable leader, n'est pas forcément le match pour prendre des points, mais pourquoi pas espérer faire un exploit contre une formation qui malgré tout n'a gagné que 2 fois en métropole depuis le début de la saison, en l'occurrence du côté de la SPTT Caen et de l'AG Caen. La première situation sur corner est à mettre au crédit des Tangos, le ballon qui traîne dans la surface, ça ne donne rien. Derrière la réplique corse avec cette reprise de la tête qui n'accroche pas le cadre, lentement mais sûrement. Borgo qui va tisser sa toile et rentrer dans la rencontre. Cette frappe qui, elle non plus, n'est pas cadrée, mais il suffira d'une seule tentative cadrée pour les Corses pour voir Enzo Pinocchi d'un superbe geste du buteur. Le lob en première intention et Borgo qui pique sur sa première véritable grosse occasion, 34e minute, 1-0. Derrière, il y a ce coup franc plutôt bien botté. Thomas Sanglier accompagne, c'est hors cadre, mais le 2-0 qui ne tardera pas à arriver. On est à la 63e minute et au deuxième poteau, Enzo Pinocchi qui vient placer sa tête. Fin du suspense sans doute puisque Borgo est un cran au-dessus face au Tango et va même amplifier son avantage au score avec ce but qui ne laisse aucune chance à Sanglier. Yakin Saïd à la 80e minute qui permet donc à Borgo d'asseoir un peu plus sa domination. Les joueurs locaux qui vont tenter de réduire l'écart, mais c'est trop compliqué de venir inquiéter l'arrière-garde corse en fin de partie. Il y a un magnifique but, malheureusement, une petite erreur de cadrage. Charles Vinciguerra qui reprend magnifiquement de volée pour porter le score à 4-0. Ce sera le score final. Le Grand Quevilly FC va devoir vite se relever de cette claque à domicile. La défaite du Grand Quevilly FC 4-0 contre une équipe de Borgo Clinique. Vous venez de le voir, le gardien de cette équipe des Tangos, Thomas Sanglier, nous fait le plaisir d'être avec nous. Thomas, ça va ? Ça va. Ouais, match compliqué forcément quand on est gardien. Ouais, c'est un match qu'on attendait compliqué, qu'on savait qu'il venait avec des intentions particulière et nous on s'est battu comme on a pu, mais ça a été compliqué. Ouais, c'est d'autant plus frustrant, alors on va pas non plus épiloguer sur cette rencontre, mais c'est vrai que c'est une équipe clinique. J'ai l'impression qu'ils ont 4 situations, elles vont quasiment tout au fond, C'est ça, c'est une équipe qui n'a pas besoin d'énormément d'occasions pour marquer et qui sont chirurgicales, qui s'interdisent dans la surface, et c'est quelque chose de dangereux. On le savait, on l'avait préparé, on l'avait travaillé, mais
ça n'a pas suffi aujourd'hui. Ouais, il y avait une voilà, c'est pas les mêmes sphères. Vous êtes à la lutte pour le maintien, ils sont à la lutte pour la montée, ça s'est ressenti aujourd'hui. Écoute, on va parler du reste de la saison. On va essayer de se projeter un petit peu. Il y a forcément des points à aller chercher. Il y a une grosse lutte, une grosse bataille avec beaucoup de Normands malheureusement pour nous. Mais quels sont les motifs d'espoir pour le Grand Queville FC au-delà de cette rencontre? Qu'est-ce qui vous fait espérer? La saison, on la savait dure. On savait que voilà, on serait dans cette partie-là. On a espéré, on espère encore. Il nous reste, si je me trompe pas, 6 matchs encore jusqu'à la fin de la saison. Ça va être 6 batailles à aller chercher. On a des points contre des équipes qu'on sait on va devoir aller chercher, qui sont atteignables et qui sont possibles. Donc non, on est dans un état d'esprit on est assez focus sur les 6 derniers matchs, on les prend un par un et on va se battre. Ouais. Après, on savait que ça allait être difficile, c'est ce qu'on se disait hors micro il y a quelques instants. Voir le Grand Queville FC à ce moment-là de la saison à la lutte, même dans la zone rouge, ça pouvait être prévisible quand on regarde un petit peu les moyens des uns et des autres. Ouais, c'est ça. Après, voilà, on a des grosses équipes dans notre championnat, on reçoit des équipes corses, etc. C'est des gros déplacements pour nous. On est un petit club qui espère. Hein. On fait souvent l'ascenseur R1 M3 et on essaye de se pérenniser à ce niveau-là. Donc il y a des moyens qui sont mis en compte, il y a tout un club qui est derrière nous, mais on savait que ça allait être compliqué. Un dernier petit mot, on va parler plus de toi que du club. Là, toi, tu es encore un jeune gardien, je crois. Hein. Moi, j'ai 20 ans. Ouais, t'as encore 20 ans. Comment ça se passe alors? C'est la découverte du niveau pour toi? C'est la découverte du niveau. Je jouais encore à Gisors l'année dernière. Donc, on se battait contre Grand Queville pour monter. Et quand Grand Queville est monté, je connais très bien l'entraîneur des gardiens qui m'a eu quand j'étais encore à la section foot, quand j'étais plus jeune au lycée. Et ouais, c'est une découverte du niveau pour moi, c'est l'occasion, c'était une saison pour l'occasion. Après, on a encore le temps de grandir. Et à côté de ça, je fais aussi l'équipe universitaire avec l'équipe de Rouen. On a aussi des beaux projets. Hein, on est qualifié pour les championnats d'Europe en juillet, on représentera la France. Donc c'est un double projet. Donc je découvre un niveau ici qui est très intéressant et je me fais plaisir avec l'université. Eh ben écoute, merci d'avoir fait un petit détour. On sait que c'est jamais facile après une défaite. Tout ce qu'on va te souhaiter à toi et ton équipe, c'est une belle fin de saison en tout cas. Merci beaucoup. On continue dans ce groupe D avec un derby ce week-end, le seul du week-end d'ailleurs, qui a opposé les deux équipes cannaises, la réserve du Stade Malherbe et l'AG Caen. Le derby de Caen commence par un coup franc. Les joueurs du Stade Malherbe en blanc qui marquent dès la 15e minute par Dimitri Demi-Napi. 1-0 pour Malherbe et l'AG Caen qui se met déjà en difficulté sur un terrain benoît qu'elle connaît évidemment bien. Les joueurs cannais qui vont faire passer un mauvais moment à leurs voisins avec le but d'Ilas Miraoui dès la 22e minute. Déjà les joueurs de l'avant-garde dans les cordes. On revoit cette frappe imparable placée au ras du poteau. On est toujours dans le premier acte, les vagues qui se succèdent. Et à nouveau, la défense de l'AG Caen qui craque sur ce doublé d'Ilas Miraoui. 4 minutes après son précédent but, le voilà qui va chercher le ras du poteau opposé. C'est compliqué évidemment pour l'AG Caen et Malherbe en deuxième période qui va insister. Et sur ce coup franc, c'est Demi-Napi qui réussit lui aussi à inscrire un doublé. On voit au ralenti cette reprise de la tête au deuxième poteau imparable. La dernière grosse situation et qui va accoucher d'un nouveau but va être à nouveau l'œuvre d'un malherbiste, en l'occurrence Kylian Lantin qui vient clore la marque. L'AG Caen se rapproche de plus en plus d'une relégation régionale 1. Ça va beaucoup mieux pour Malherbe en haut de tableau. Oui, ça devient difficile pour l'avant-garde cannaise à la dernière position. Plus les journées avancent et plus le retour par la case régionale 1 se fait pressentir. Ça va beaucoup mieux pour la réserve du Stade Malherbe de Caen qui, vous le verrez dans quelques instants, fait une percée vers le haut du classement. On va enchaîner les rendez-vous de ce groupe D avec pas mal de rencontres d'importance, notamment la réception par l'US Alençon de la réserve d'LAC Ajaccio, la réception également par le SUDIF Cabourg de Saint-Ouen-l'Aumône et évidemment un duel de bas de classement importantissime entre la SPTT Caen et Chatou. Premier non relégable avant cette 20e journée, la SPTT Caen doit se méfier des poursuivants et notamment de l'AS Chatou englué dans la zone de relégation. Ce sont les joueurs en jaune qui se mettent les premiers en ordre de marche avec cette parade du gardien Ryan Nomertin. Les joueurs de Chatou qui répliquent dans la foulée, la SPTT Caen qui part au plus pressé. Cette frappe qui n'est pas cadrée, la SPTT Caen qui va avoir une grosse frayeur sur cette action avec ce but finalement refusé de l'AS Chatou. Une décision difficile
difficile à analyser, c'était très juste en tout cas pour l'ASPTT Caen qui derrière va subir d'autres assauts. Il y a notamment cette splendide parade pour empêcher les joueurs de Chatou d'ouvrir la marque, mais ce ne sera que partie remise puisqu'à la suite de ce corner, c'est Pattern Ntamba qui parvient à tromper la vigilance des Canets et qui donc concède l'ouverture du score à domicile contre une équipe francilienne insistante dans cette deuxième période. Les joueurs de la SPTT contraints de réagir qui vont avoir une magnifique situation avec cette attaque placée et rapide. Malheureusement sur cette reprise de Kevin Kenea, le ballon rebondit sur la barre transversale. On va en rester là. Mauvaise opération pour les PTT Caen face à l'AS Chatou. L'US Alençonnaise reçoit la réserve de l'AC Ajaccio et ce sont les locaux en vert qui vont ouvrir le score peu avant le quart d'heure de jeu. Après ce cafouillage dans la surface de réparation, ce ballon qui est contré et la reprise magnifique de Sabri Toufiki qui vient se loger sous la barre transversale. 1-0 après 13 minutes de jeu, de quoi lancer parfaitement cette 20e journée pour les Alençonnais. En seconde période, le score qui aurait pu être rapidement doublé avec ce penalty obtenu par Amaury Tessier et Hakim El Hamdaoui qui voit sa tentative repoussée, mais ce sera de courte durée puisqu'à la 67e minute de jeu, c'est ce même Hakim El Hamdaoui qui reprend parfaitement le centre de la tête pour doubler la mise. Score final 2-0, une victoire importante pour Alençon. On écoute les réactions de Jocelyn Sancho et de son coach Vincent Legnaud. Ouais, grosse victoire. Franchement, il fait du bien. On avait à cœur de faire un résultat, surtout avec le match de la semaine dernière. Et franchement, toute l'équipe s'est donné à fond et franchement, il fait du bien. Moi, je suis très fier et très fier du groupe parce qu'aujourd'hui, on avait quand même une multitude de joueurs absents et quelque part, en fait, il fallait composer, il fallait retrouver un équilibre d'équipe et tous les joueurs qui ont joué ont fait un gros match. En plus, aujourd'hui, on fait rentrer un jeune du club, Nathan Trué, latéral droit, qui a vraiment fait un match en 23 vraiment de qualité, ce qui prouve qu'il y a du potentiel à l'US Alençon. Revenu à la deuxième place du classement avant la 20e journée, et si le SU d'Yves Cabourg venait jouer les troubles fêtes dans cette fin de saison, seulement pour espérer recoller au haut du panier, il faut réaliser une performance contre la Saint-Ouen-l'Aumône, sauf que les joueurs de la Côte-Fleurie abordent ce rendez-vous avec beaucoup de joueurs absents. Il faut notamment cette parade en première période de Max Verrier pour maintenir les hommes du duo Clément Le Pen à flot. 8 absents exactement dans cette rencontre, et ce sont essentiellement les joueurs de Saint-Ouen-l'Aumône qui ont tenu le ballon, mais les Divés ont eu parfois des situations comme sur ce coup franc pour venir inquiéter l'arrière-garde francilienne. De manière générale, il y aura eu assez peu de grosses occasions. Il y a cette situation notamment en deuxième période. On croit au pénalty finalement, il n'en sera rien. La faute est sifflée contre Saint-Ouen-l'Aumône. Dernière frayeur pour les visiteurs sur ce tir qui attrape le petit filet extérieur. Le score final sous une pluie battante sera de 0-0 entre le SU d'Yves Cabourg et l'AS Saint-Ouen-l'Aumône. Revigoré par sa victoire contre la SPTT Caen et sur une belle série d'invincibilité, le CMS Ouessel était ce week-end en déplacement du côté de Brétigny avec l'intention de faire un coup. Ça va bien commencer pour les hommes de Dramandilin avec cette erreur de communication dans la défense des franciliens. Chris Ndongani Nkanga qui marque contre son camp. On revoit au ralenti la petite erreur de communication entre le défenseur et son gardien, le ballon qui vient mourir au ras du poteau. Le CMS Ouessel déjà en tête dans cette partie qui inquiète derrière le portier de Brétigny sur ce coup franc. Les joueurs de Dramandilin qui sont dominateurs, qui ont l'essentiel des situations en leur faveur et qui vont avoir l'opportunité de doubler la mise. On est désormais en deuxième période et vous allez voir que dans un angle impossible, il va y avoir ce but d'Ibrahima Samoura, magnifique à la 63e minute. Le break pour le CMS Ouessel qui confirme sa bonne forme dans ce championnat et qui, s'il venait à s'imposer, se rapprocherait quasiment d'un maintien assuré. Malheureusement, il va y avoir un petit relâchement à la suite de ce corner. Le ballon qui va revenir sur un joueur de Brétigny
Bretigny, en l'occurrence Moussa Samassa qui place le ballon hors de portée de la défense et du gardien du CMS Soissel. On revoit ce coup de casque absolument imparable, le score final qui sera de 2-1 en dépit de cette ultime situation qui ne sera pas convertie par les Océliens. Qu'à cela ne tienne, c'est un très joli succès pour les Sénomarins, 2-1 donc à Bretigny. On passe à présent au groupe C. On va vous proposer pêle-mêle dans ce groupe de découvrir ce qui s'est passé pour nos équipes. Il y avait un programme copieux, l'AF Virois qui se déplaçait du côté d'Ergué-Gabéric, la réception aussi des 2 réserves professionnelles que sont l'En Avant Guingamp et le Stade Rennais pour le FC Saint-Lô-Manche et le FC Flers, relégables avant cette journée, on le rappelle. Le FC Flers reçoit la réserve du Stade Rennais Football Club au stade du Hazé pour cette 20e journée de championnat. Et après quelques minutes à peine dans cette rencontre, première occasion pour les Flériens suite à ce contre, ce centre et la frappe qui manque le cadre de quelques centimètres. La réponse des Rennais avec ce débordement et le centre pareil au second poteau. L'enchaînement est parfait, la sortie de Valentin Prevot l'est tout autant. Quelques minutes plus tard, le danger qui revient toujours sur ce côté gauche. Avec ce ballon dans la surface de réparation, il faut un nouveau réflexe du gardien flérien. Mais à force d'attaquer, les Rennais qui vont trouver la faille avec ce ballon en retrait pour Henrik Domarcolino qui vient ouvrir le score. 1-0 juste avant la demi-heure de jeu. Et au retour des vestiaires, les choses qui vont se compliquer suite à ce corner mal dégagé. On tergiverse dans la surface de réparation et c'est Paolo Limon qui double la mise pour les Rennais. On revoit ce dégagement complètement raté qui relance le buteur rennais. 2-0, le break qui est fait. Les Flériens qui vont tenter de réduire le score une première fois, mais ce ballon qui fuit le cadre, puis une seconde fois avec ce face-à-face repoussé par le gardien une première fois. Le danger qui va revenir, mais malheureusement, on ne va pas trouver la faille. Score final 2-0. Le FC Saint-Lô-Manche reçoit la réserve de l'En Avant Guingamp qui lutte pour la montée dans ce groupe C. Et les choses auraient pu très bien commencer pour les Saint-Lois avec ce ballon détourné une première fois, puis une seconde fois sur la barre transversale et ensuite la frappe qui manque le cadre. Mais ce n'est que partie remise puisque quelques minutes plus tard, c'est Andy Mandjoba qui vient ouvrir le score sur penalty. Le contre-pied est parfait, 1-0. Mais quelques minutes plus tard, les Guingampais qui vont égaliser par Ewan Okan avec cette frappe croisée, ce ballon en profondeur. Et les deux équipes à égalité. Au retour des vestiaires, c'est sur un corner que Eden Gassama redonne l'avantage à l'En Avant Guingamp. Il monte plus haut que tout le monde et vient tromper la défense avant que Ewan Okan fasse le break. Une nouvelle frappe croisée au ras du sol qui ne laisse aucune chance. Et Bambo Touré qui va y aller de son but. Un sublime coup franc, poteau rentrant. Malheureusement, ça ne suffira pas. Défaite 3-2. Après la déception liée du scénario cruel du côté de Pierre Comte face à la réserve de Lorient, c'est du côté d'Ergué-Gabéric que l'AF Virois devait se relever dès les premiers instants. Ce sont les Bretons qui se montrent insistants. Vous voyez la parade dans les pieds de Louis Deschâteaux, mais les Normands qui vont insister sur phase arrêtée. Il y a d'abord cette première alerte au deuxième poteau. La suivante sera la bonne avec un buteur en forme et qu'on ne soupçonnait pas forcément. C'est Nathan Ilan qui à la 34e minute après son doublé de la semaine dernière vient placer un coup de tête gagnant pour placer l'AF Virois en tête 1-0 du côté d'Ergué-Gabéric. Malheureusement pour les joueurs de Robin Théo, l'avance ne va durer que quelques instants puisque Sullivan le knock dès la 35e minute reprend ce centre en retrait pour tromper un Louis Deschâteaux trop court sur cette situation-là. L'avance n'aura pas duré longtemps, un partout, il faut tout refaire et les Virois vont parfois se faire quelques frayeurs face
aux joueurs d'Ergué et Gabéric qui, comme vous pouvez le voir, vont insister. Ici, il y a cette sortie de Louis Deschâteaux. La reprise derrière n'est pas loin d'accrocher le cadre. On va, côté virois, s'en remettre à des coups de pied arrêtés puisque c'est ce qui a apporté le plus de danger depuis le début de ce match. Matteo Mendy ici qui ne parvient pas à redresser ce ballon. On est désormais en deuxième période. Ce superbe contrôle de l'attaquant breton. Derrière, la frappe est trop molle pour inquiéter Louis Deschâteaux. Mais attention aux Virois puisque le danger se fait pressant. Reprise acrobatique. Et derrière, ce ballon qui manque de peu de retomber sous la barre transversale de Louis Deschâteaux. Les Virois qui vont sortir de leur boîte avec cette frappe de Robin Legendre dans un angle fermé. Il inquiète le gardien adverse. La fin de match sera d'ailleurs davantage en faveur des Virois. Ce déboulé côté droit qui va arriver au deuxième poteau et manque de réussite là pour Matteo Mendy, le meilleur buteur du groupe qui vient reprendre le ballon comme il le peut et toucher le montant. L'occasion de l'emporter vient de s'envoler malheureusement pour l'AF Virois puisque dans les instants qui vont suivre, le gardien adverse va faire des merveilles et derrière le coup de sifflet final qui va donc entériner le score d'un but partout pour l'AF Virois à Ergué Gabéric. On va passer désormais au groupe E de National 3 et vous le voyez, j'ai un invité spécial, c'était pas du tout prévu. Quentin Stoclet, merci d'être avec nous. Avec plaisir Aurélien. On s'est croisés tout à l'heure Quentin, ouais, par hasard et j'en ai profité pour te dire allez viens faire un petit tour dans le débrief. Merci d'être là. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Avant d'expliquer pourquoi c'est important de t'avoir parce que ça m'intéressait de t'avoir avant même de te croiser, on va tout de suite voir le résumé de votre match. Il a eu lieu hier soir, c'était du côté de Calais, un match complètement fou dont on vous propose des images avec les commentaires de Thomas Bette. Le FC Dieppe en déplacement à Calais a tué tout suspense dans cette rencontre. Vous allez le voir, un récital des harengs qui a commencé avec l'ouverture de score de Quentin Stoclet dès la 17e minute de jeu. Le buteur dieppois qui n'en finit plus de marquer en 2025 et vous allez le voir lors de cette rencontre, c'est particulièrement le cas. Puisque quelques minutes plus tard, on retrouve les harengs dans la surface de réparation. Et c'est encore une fois Quentin Stoclet qui est là à la réception de ce ballon pour doubler la mise. 23 minutes de jeu et déjà 2-0. Quentin Stoclet qui ne va pas s'en arrêter là avec cette récupération dieppoise. La frappe enroulée est magnifique. Et après la demi-heure de jeu, c'est déjà un triplé pour Quentin Stoclet. 3-0 pour le FC Dieppe dans cette rencontre à sens unique. Les Calaisiens qui vont pas s'avouer vaincus tout de suite. Et sur ce bon contre, sur cette transition rapide, le ballon est mis dans la surface de réparation. Et c'est la réduction du score de Sam Alexander. 3-1 juste avant la pause. Mais les Dieppois ont décidé de tuer tout suspense dans cette rencontre avec cette récupération de Yann Ateba qui vient tromper le gardien et porter le score à 4-1 sur l'engagement quasiment. 4-1 avant la mi-temps. Un véritable récital des harengs. Au retour des vestiaires, les hommes de Djilali Bekar qui ne vont pas s'essouffler et bien au contraire, puisqu'on retrouve une nouvelle fois Quentin Stoclet dès la 50e minute de jeu pour inscrire un quadruplé. C'est tout simplement son 12e but cette saison et tous inscrits en 2025. Et dans les dernières minutes de jeu, Dieppe qui va enfoncer le clou une première fois par Valentin Carpentier dans les arrêts de jeu, 6-1. L'entrant qui vient porter sa pierre à l'édifice, profiter de ce festival de buts. Et dans les dernières minutes, c'est Gottfried Kittange qui inscrira également son but. Score final 7-1 pour le FC Dieppe. À l'heure où nous enregistrons cette émission, le score n'est pas homologué. Calais a déposé une réserve accusant les Dieppois d'avoir évolué à 12 pendant un court moment. Mais d'après les harengs, la réserve n'a que très peu de chances d'aboutir.
Quadruplé, Quentin, au-delà de ce quadruplé, on va déjà parler avant ta performance de cette victoire 7-1. On a l'impression que tout réussit au FC Dieppe en ce moment. Comme tu l'as dit, tout nous réussit. Après, on travaille beaucoup la semaine. Le coach nous fait bosser énormément sur les petits détails qui vont nous faire aller chercher ce truc qu'on attend depuis un moment maintenant, qui nous tend les bras, cette montée en National 2. Donc, le travail paye et ça se ressent là. Exactement. Là, franchement, notre jeu il est bien huilé. Tout ce qu'on fait, ça nous réussit en ce moment. Donc, tant mieux. Et puis la confiance appelle la confiance. J'ai l'impression que cette équipe, en fait, match après match, elle va encore progresser, chercher quelque chose. C'est vrai que on est sur une belle série de victoires et ça fait que j'ai l'impression que tout ce qu'on fait, ça nous réussit et que ça ramène d'autres victoires. Et comme tu l'as dit, la confiance appelle la confiance. Donc, tant mieux pour nous. Quadruplé hier pour toi, tu étais à 8 buts, tu passes à 12 avec une petite spécificité, tu n'avais pas marqué avant l'année 2025. C'est ça, Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Je sais pas comment l'expliquer vraiment. On a parlé avec Djilali et Vincent à la trêve, j'avais pas marqué, j'avais pas fait une très très bonne première partie de saison. Et j'ai continué à bosser et il a fallu le premier but qui a été le déclic. Et depuis, j'enchaîne les buts. Tant mieux pour moi, tant mieux pour l'équipe. Ça fait vraiment plaisir. Surtout hier, franchement, 4 buts, ça m'était déjà arrivé. On m'avait posé la question justement si ça m'était déjà arrivé. Mais c'était en R1, ça n'a pas la même saveur du tout que... Même à Wassel, ça t'était pas arrivé ? Non, jamais. Là, c'est vraiment c'est spécial. Vraiment. Et c'est que du kiff. Ça fait vraiment du bien. Ouais, puis Matteo Mendy qui nous regarde, dans ce coup, il va s'inquiéter un peu là, d'un coup. Non, ça, il est trop loin, Matteo. Il est loin. Dernière chose à te demander, puis je vais te laisser filer. Il y a maintenant mathématiquement la possibilité de voir Dieppe monter la semaine prochaine, enfin dans la prochaine journée, dans 2 semaines plutôt. C'est ça, ouais. En cas de victoire et de défaite de Lille. On a fait les calculs. C'est ça. On va espérer le faux pas de Lille et nous on va devoir faire le boulot comme on le fait si bien depuis un moment maintenant. Je t'embête pas avec la question piège de dire est-ce que c'est déjà fait ? C'est pas encore fait, mais... C'est pas encore fait, c'est vrai. Après forcément dans nos têtes on s'y voit un peu plus chaque semaine. Et nous aussi on vous y voit un peu plus chaque semaine. Et on attend le moment avec impatience où ça sera officiellement et mathématiquement fait. Donc voilà, j'espère que ça sera le plus tôt possible. Contre Pays du Valois samedi dans 2 semaines à domicile, ce qui sera encore plus beau devant notre public. Sinon ce sera la semaine suivante et c'est encore à domicile. À domicile aussi. Donc on a 2 semaines pour monter. C'est ça. Et Foot Normand sera présent, on essaiera de avec faire plaisir. Vivre la montée. Avec plaisir. On sera à vos côtés. Quentin, Aurélien, à bientôt. Merci à toi, merci. avec plaisir. Merci en tout cas à Quentin Stoclet d'avoir fait un petit détour par nos caméras pour nous parler de cette rencontre et donc de cette montée qui tend les bras au FC Dieppe. Évidemment, ce sera au cœur du bilan qu'on vous propose tout de suite, le bilan du week-end écoulé en National 3, que ce soit dans le groupe C, le groupe D ou le groupe E. Le bilan dans le groupe C, encore un week-end compliqué pour nos clubs normands. Le match nul de l'AF Virois, les 2 défaites à domicile du FC Saint-Lô et du FC Flers. A noter donc la victoire guingampaise en terre saint-loise qui permet à la réserve bretonne de compter désormais 3 points d'avance sur Vire avec un match de plus. Les Virois qui rejoueront leur match contre Mélisac. Ça se resserre derrière avec les réserves lorientaises et rennaises ainsi que Pontivy. Dans la deuxième partie du classement, ça se complique pour le FC Flers et le FC Saint-Lô. 4 et 7 points de retard pour nos pensionnaires normands. La semaine prochaine, Vire rejouera donc contre Mélisac. On vous proposera le résumé de la rencontre sur nos réseaux sociaux. Et la semaine suivante, la journée 21 avec le déplacement de Saint-Lô justement à Mélisac. Vire recevra Plabennec à Pierreconte. Le FC Flers sera en déplacement du côté de Vannes. On passe au résultat dans le groupe D, le carton du SM Caen contre l'AG Caen, le carton de Borgo du côté du Grand Quevilly FC, victoire précieuse pour l'US Alençon contre l'AC Ajaccio 2-0, victoire du CMS Soissel à Bretigny 2-1 et les mauvaises opérations, le 1-0 pour Châteauroux du côté de l'SPTT Caen. À noter le match nul du SU Div Cabourg à domicile, les Divés sont à 7 points du leader Borgo, le Stade Malherbe qui réussit une belle percée qui se retrouve 4e désormais. Le CMS Soissel n'est pas très loin derrière avec
avec 30 points au compteur. Dans la deuxième partie du tableau, la belle opération du week-end est pour l'US Alençon qui remet la SPTT Caen dans la zone rouge. Le Grand Queville FC, l'AS Chatou et l'AG Caen sont toujours en posture délicate. Le programme dans 2 semaines avec un derby normand, l'AG Caen qui recevra l'US Alençon et beaucoup de déplacements. Malherbe du côté de Saint-Ouen-l'Aumône, l'US Udif Cabourg se déplacera en Corse chez le FC Borgo, le Grand Queville FC ira à l'Inas Montlhéry, la SPTT Caen de son côté fera le voyage également en Corse pour défier l'AC Ajaccio. Le CMS Oissel recevra le deuxième du classement, le SC Bastia évidemment, la réserve. Et enfin le carton dans le groupe E, la victoire 7-1 du FC Dieppe qui normalement devrait laisser la concurrence loin derrière, les Diepois qui comptent 13 unités d'avance. Alors c'est simple, si les Diepois s'imposent lors de la prochaine journée et que dans le même temps Lille s'incline, eh bien les Diepois seront officiellement promus en National 2. On voit les équipes relégables dans ce groupe E. La prochaine journée pour Dieppe qui recevra donc le Pays du Valois, une victoire diepoise et une défaite de Lille face à Drancy et l'affaire serait pliée pour les joueurs de Djilali Bekar qui pourraient aussi s'en tirer à bon compte lors de la journée suivante, toujours à domicile. Un petit détour par le classement des buteurs. Vous imaginez bien qu'avec le triplé de Noah Mupemba en National 2, le quadruplé de Quentin Stockley en National 3, le classement s'en trouve chamboulé. Voici où on en est donc après le 20e épisode du débrief. Noah Mupemba qui a inscrit un deuxième triplé en 2 matchs, caracole désormais en tête du classement des meilleurs buteurs de National 2 avec 13 réalisations. On retrouve toujours son coéquipier Idrissa Seydi, 7 réalisations, ainsi que Michael Latour pour compléter ce podium. En National 3, c'est Quentin Stockley qui s'installe en haut du classement en rejoignant Adama Sidibé avec 12 réalisations. On le redit, mais c'est 12 réalisations inscrites en 2025. On a également Hakim El Hamdaoui qui a marqué ce week-end, tout comme Yann Ateba et Ibrahima Samoura. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup au Grand Queville FC pour son accueil. On va souhaiter évidemment au GQFC plein de courage pour la fin de cette saison avec ce maintien à aller chercher. Merci aux joueurs qui se sont succédés en ma compagnie ici même en tribune du stade du Chêne-Alleux. Merci à Thomas Bèze et à tous nos contributeurs réguliers. On se retrouvera pour un débrief complet le 21e de la saison. Ce sera dans 2 semaines avec peut-être la montée du FC Dieppe. D'ici là évidemment, prenez soin de vous. Allez, salut.